bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous commencer par une petite anecdote. Quand Gloria m'a contacté, l'équipe du CEC m'a contacté pour animer ce panel, je me suis rendu compte que j'étais pas assez outillée, que c'était un concept que je connaissais de très très loin. Je me suis rendu compte qu'on n'en parle pas souvent, beaucoup, en tout cas dans la sphère où je travaille. Et du coup, je suis arrivée, je l'ai dit à chacun d'entre eux, que je suis arrivée un peu comme un cheveu dans la soupe. Mais au final, en préparant tout ça, j'ai été assez contente de vous rencontrer tous, d'apprendre de chacun d'entre vous. Comme Dominique le disait tout à l'heure, on a des profils divers et variés. Donc je vais commencer du coup, on a à ma droite, au bout, on a Samy Manga, qui est un éco-poète, ethnomusicien, auteur, qui fait beaucoup de choses. Mais là, aujourd'hui, on va se focaliser sur la casquette d'éco-poète, qui a écrit pas mal de choses. Ceux qui étaient là tout à l'heure ont assisté à la table ronde autour de du retour de la dent de Lumumba, mais pas que. Aujourd'hui, on va se focaliser sur votre dernier roman, Chocolaté. Avant-dernier roman, Chocolaté, qui parle des enjeux autour des productions de cacao sur le continent africain, mais on y reviendra tout à l'heure. Juste à côté, on a la seule femme du panel, Stéphanie Ngalula, qui est une activiste afro-descendante, qui est sur les listes, vu qu'on vote demain matin. Pour ceux qui votent. Donc, je vais te cuisiner, mais gentiment, rien de méchant. Juste à côté de moi, à ma gauche, on a David Kitoko, qui est un jeune militant, je vais dire ça comme ça. Jeune, c'est cool, ouais. Donc voilà, qu'un jeune militant cool, on va rajouter cet adjectif-là, qui est le président de l'association Génération Lumière. Mais tu ne fais pas que ça. Il y a plusieurs autres choses que tu fais et on parlera tout à l'heure de cet ancrage entre la France et la République démocratique du Congo et plus spécifiquement la région des Grands Lacs où tu gardes un pied à terre. Et ensuite, la personne avec qui je vais commencer, donc Malcolm Ferdinand, qui est auteur et qui a écrit un ouvrage en 2019, voilà, qui est le résultat de votre thèse de doctorat pour une écologie décoloniale. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on fait une recherche sur l'écologie décoloniale, on tombe sur beaucoup de choses. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on parle de la Colombie, on parle des Caraïbes. Donc, il y a des noms comme Arboro Escobar qui reviennent, Georges Anglade ou Marcel Nadeau, toutes ces personnes-là. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on dit, en France, c'est vous qui avez théorisé ce concept d'écologie décoloniale. On est dans une classe maintenant où il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce concept. Et vous allez nous aider maintenant à planter le décor, à poser un cadre. C'est quoi l'écologie décoloniale? Pour faire simple, comment ça se fait que dans la même phrase, on peut mettre écologie et colonisation? Ouais. Un, deux. Déjà, bonsoir à tout le monde et c'est un vrai bonheur d'être là avec vous. Petite rectification, je suis co-président de l'Observatoire. La co-présidente, c'est Rebecca Rogli qui est avec nous. Je ne sais pas, elle est là, mais en fait, je précise parce qu'il a fallu chapeauter ce partenariat et donc du coup reconnaître un peu toutes les âmes et toutes les forces qui ont participé et reconnaître aussi qu'en fait, Dominique disait, est-ce qu'on peut dire le mot écologie au pluriel? Évidemment, à certaines conditions. Et que il n'y a pas qu'une seule personne qui théorise l'écologie décoloniale en France ou ailleurs. Nous sommes plusieurs, y compris au sein même de l'Observatoire Terre-Monde. Et alors, je suis aussi de formation, on va dire, politiste et philosophe, et on a parfois cette fâcheuse tendance à vouloir reformuler les questions. Mais là, il y a une raison pour laquelle je vais la faire. C'est pas. Je sais. Wendy m'a dit, Malcolm, je suis stressé. Ça devait rester entre nous. Bon, voilà. Ça reste entre nous. Savoir. Ils étaient pas. Mais en fait, posons bien le cadre. Voilà, on va poser le cadre et.
Et peut-être commencer par finalement comment j'en suis venu à publier ce texte, cet essai. Au fond, donc je suis martiniquais, j'ai grandi en Martinique, une île de 1100 km², assez petite, un ancien territoire, une ancienne colonie de l'Empire français, territoire anciennement colonisé et esclavagiste. Et grandir sur cette île, c'est grandir avec, d'une part, une compréhension, une sensibilité assez immédiate de l'entour, des écosystèmes, mais aussi une compréhension dès l'enfance, on comprend qu'il y a des choses qui se jouent entre les humains, entre différentes catégories, blancs, noirs, métropolitains, hexagonaux, ultramarins, qu'on n'arrive pas très bien à saisir. Et ces deux enjeux m'ont toujours été présentés comme étant distincts, comme étant séparés. Soit on se concentre sur la question coloniale et l'antiracisme, soit on se concentre même sur l'antiracisme avec son angle féministe, avec l'afroféminisme ou avec une dimension beaucoup plus sociale, soit on se concentre sur la question écologique, la question environnementale, mais les deux ensemble, en tout cas dans mon parcours à l'époque, étaient rarement pensés comme un seul et même enjeu ou une seule et même lutte. Et je commence mon livre avec ce constat qui est celui d'une double fracture. Et tout le reste du livre est la proposition essentielle de l'écologie décoloniale est de tenir ensemble à la fois l'exigence de préservation des écosystèmes et des équilibres écosystémiques de la planète et d'un côté l'exigence d'émancipation décoloniale, de justice, d'égalité homme-femme et aujourd'hui on peut même rappeler y compris avec la question de Nathan Lumumba, d'exigence de réparation. Enfin bon. Voilà, on va dire, le cadre d'une écologie décoloniale qui, aujourd'hui, j'en viens à penser que l'écologie est décoloniale ou n'est pas, c'est-à-dire que c'est autre chose. Et pour terminer, et aujourd'hui, j'inverse la question. Je ne dis pas, mais comment, en tout cas, je ne pose pas la question, mais comment vous arrivez, vous, à mettre ensemble écologie et colonialité, mais plutôt, c'est quoi ce truc en fait? C'est quoi ce truc qu'on a inventé à partir des années 1960, qu'on a appelé environnementalisme, moderne en tout cas, il y a eu des façons de protéger les parcs, etc., qui nous a fait croire qu'on pouvait imaginer, penser l'histoire du monde et de la Terre sans avoir à se soucier du sort des peuples autochtones, du sort des personnes anciennement colonisées, et aujourd'hui dans l'ensemble de communautés qui sont celles qui sont on va dire, non seulement les plus au contact d'un ensemble de communautés humaines et non humaines, mais ce sont celles dont la destruction a été la condition de la perturbation des équilibres de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, quand on dit on a déforesté, mais en fait, ce ne sont pas des forêts qu'on a coupées, c'est qu'on a d'abord déshumanisé des communautés de peuples autochtones pour pouvoir soit extraire du minerai, soit planter. Donc en fait, la question, elle est à poser à tous les partis écologistes depuis le milieu du XXe siècle, à toutes les associations écologistes, WWF, Greenpeace, qu'avez-vous fait? Comment avez-vous fait pour créer un espace de blanchité qui nous apparaissent comme étant aussi évidents et aussi naturels que notre propre conception de ce qu'est l'écologie. Nous sommes, notamment les personnes racisées, exclus de cette conception. En fait, le problème, il est là. Il n'est pas dans l'écologie décoloniale. Il a conclu à ma place. On est dans la phase dinosaure. Donc voilà, comme ça vous savez. Juste une question avant qu'on poursuive. Je m'étais dit que j'allais pas vous voyez, donc je vais essayer. Quand tu parles quand je t'entends, ce qui ressort quelque part, c'est qu'on a annihilé, donc on a quasi fait, on a effacé, on a gommé toutes ces populations qui étaient là. Un jour, on les a découvertes, ça m'a toujours fait rire. On a découvert l'embouchure du fleuve Congo, on a découvert l'Australie, on a découvert l'Amérique, bref. Est-ce que quelque part, on n'est pas aussi en train de parler d'une espèce de notion de racisme environnemental, c'est-à-dire
on a sciemment oublié ces peuples-là, où on les a effacés dans un rapport qui est dans un rapport colonial qui est violent, qui est dominant, et qu'on oublie ces gens-là qui, au final, payent les pots cassés pour des choses qui ne les, voilà, pour lesquelles ça les dépasse en fait. Alors évidemment, et on pourrait en fait détailler beaucoup de choses, notamment les différences entre la question coloniale et la question raciale, qui ne sont pas exactement les mêmes questions, mais quand je parlais d'une exclusion qui est à la fois politique, qui est sociale, c'est-à-dire que par exemple quand on préservait les parcs au XVIIIe et XIXe siècle, la compréhension de la nature à préserver était déjà en elle-même racialisée. Hein, que ce soit Pierre Poivre à l'île Maurice aujourd'hui qu'on appelait l'île de France, que ce soit John Muir dans les parcs de l'Ouest états-unien, l'idée ou l'horizon politique de la préservation était celui de mettre en place une terre sans monde, c'est-à-dire une terre qui serait un autre fantasme de blanchité. Et quand j'emploie le mot de blanchité, je ne parle pas uniquement de la couleur de peau blanche, c'est une construction socio-raciale. De la même façon dont les systèmes d'exploitation, de déshumanisation ont aussi engendré et créé un ensemble de catégories socio-raciales, noires, arabes, jaunes, rouges ou autres, en fait, la catégorie socio-raciale blanche est aussi une construction, sauf qu'elle est tellement pensée comme la norme qu'elle n'est jamais nommée en tant que telle. Mais pour comprendre comment une telle exclusion a pu être menée, en fait, il y a un ensemble de processus. Et l'un des processus qui, aujourd'hui, en tant qu'universitaire, me choque et me heurte en fait, le plus, c'est l'invention de l'idée que certains corps ne pourraient pas être porteurs de connaissances, de savoir et de paroles. C'est ainsi que on a l'impression que pour produire une théorie ou un concept, que ce soit sur un ensemble de sujets, hein, pas que la question de l'écologie et de l'environnement, cette production doit forcément émaner d'un autre corps. Que les corps qui sont présents sur cette table, à cette table, ne pourraient pas être porteurs d'une connaissance, et encore plus une connaissance qui pourrait être, comme certains appellent, universelle, c'est-à-dire qui pourrait être appliquée à tous. Donc, en fait, il y a tous ces éléments qu'il faut, on va dire, déplier, défaire pour pouvoir proposer une écologie qui est non seulement beaucoup plus riche, beaucoup plus juste, beaucoup plus digne, et qui, je pense, a beaucoup plus de chances de nous équiper face aux différents enjeux, à la fois environnementaux, changement climatique, mais aussi politiques que nous affrontons aujourd'hui. Alors moi, je vais faire l'avocat du diable. Quand je vous écoute, c'est de la théorie, et je comprends. Je vous donne un exemple. La province d'où je viens, c'est le Sud Kivu. Le parc de Kahuzi-Biega, quand il a été créé, c'est un parc où on a décidé, à un moment donné, de chasser tout ce qui était... ceux qui sont arrivés, qui ont décidé de créer le parc. Donc, non, mais je ne sais pas qui c'est « on ». Non, les Belges ont décidé, à un moment donné, on a décidé que, à cette époque-là, ils ont décidé, je n'ai pas la date exacte, mais ils arrivent, ils décident que cet endroit-là s'appelle le parc national de Kahuzi-Biega. On va chasser toutes les personnes qui étaient là avant, tous les pygmées qui ont toujours existé là, qui sont chez eux, en fait, qui n'ont jamais connu que ça, qui connaissent la pharmacopée. Je veux dire, avant qu'on décide de mettre ça dans les livres, je disais à chacun d'entre eux séparément, eux, ils le savent. Je veux dire, ils vivent là depuis longtemps. 20-30 ans plus tard, ils sont aujourd'hui paupérisés. Ils sont plus chez eux. On les consulte de temps en temps quand on doit traquer des gorilles et savoir où ils sont ou quand on a besoin de leur savoir, vu qu'ils ont toujours été là. Et quand je vous entends, je suis partagée. Parce que dans ce que vous dites, il y a de l'espoir de se dire peut-être qu'un jour, ces populations-là, on retournera vers elles et on les réhabilitera. Je ne sais même pas si réhabiliter le mot, mais qu'elles retourneront chez elles. Mais entre-temps, quand on va sur le terrain et qu'on discute avec eux, ils sont malheureux. Ils sont paupérisés, ils sont obligés de faire la manche, de s'en sortir. Et ils nous disent à chaque fois, c'était chez nous en fait. Mais aujourd'hui, parce qu'on a décidé de protéger les gorilles qui sont inscrits sur une liste quelque part que nous, on ne connaît même pas, on n'a plus le droit de vivre chez nous. On fait comment pour régler ça? Je ne sais pas si vous avez les réponses toutes faites, mais voilà, je mets sur la table.
Alors, je pense que mes camarades ici auront beaucoup de choses à dire, et en particulier David Kitoko. Je dirais juste ceci, comme je pense que tout le monde à cette table, nous écrivons, nous agissons à l'intérieur de luttes. Et que la lutte, en fait, elle est multistrate, multisituée. Elle se passe dans le texte, dans la langue, comme elle se passe en fait dans le parc ou dans la rue ou ici même. Et plus que, on va dire, plus que la seule réparation, on va dire, politique ou justice qui permettrait une restitution de terre, c'est ça la décolonisation aussi, c'est retrouver, retourner, redonner, restituer des terres et des espaces de vie. Il y a aussi, on parlait de cette réparation épistémique, c'est-à-dire la nécessité dans la conceptualisation même, dans les termes mêmes de ce qu'on entend par écologie, de ce qu'on entend par nature. Et c'est pour ça que les ateliers de cet après-midi au sujet de la conférence du climat et de la littératie du futur sur la question de l'éducation sont fondamentaux, parce que ce sont des outils qui peuvent être extrêmement violents. Cette création de parcs est à l'image d'un ensemble de parcs qui ont été créés, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Haïti, que ce soit au Brésil, qui partent avec cette conception que la nature à préserver est nécessairement une nature sans homme non blanc ou sans personne non blanche. Donc en fait, il faut déjà agir là-dessus parce que ce n'est pas uniquement ce n'est pas uniquement en redonnant, on va dire, la terre si on a les mêmes outils, que ce soit les anciens colonisateurs ou les anciens colonisés, ces outils en eux-mêmes peuvent reproduire des violences envers les peuples et les peuples locaux. Merci. Alors, je vais me tourner vers Stéphanie. On va revenir là-dessus, Malcolm, tout à l'heure. Mais Stéphanie, je disais en introduction, vous êtes la seule femme du panel. Donc ça, déjà, c'est beaucoup. ça pose question. Quand on fait une recherche sur vous, on tombe sur le fait que vous êtes une militante afrodescendante, que vous militez beaucoup pour la cause des femmes. Et je vais vous citer. En fait, en tant que femme bruxelloise féministe issue de la classe moyenne, je me bats pour le droit à une vie digne et une écologie résolument plus populaire. En discutant et en préparant cette conférence, on s'est dit, en tout cas, je vous disais, quand on parle souvent de tout ce qui est écologie, on a l'impression que certaines personnes sont exclues. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un truc très élitiste, qui n'est pas accessible à tout le monde, qui est, voilà, pour les personnes qui décident de manger des quiches au poro, pas pour moi qui mange mon pondou et ma chikwang tous les midis. Donc voilà, c'est terre à terre ce que je dis, mais c'est comme ça que certains, en tout cas moi aussi parfois, j'entends ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre justement que ce soit plus populaire, que ça permette d'aller vers plus de personnes? Merci pour la question. Je voudrais déjà remercier l'ensemble de l'équipe pour l'organisation de l'entièreté de la journée et de ce panel, bien évidemment. Je voudrais quand même remercier tout particulièrement Gloria Nkolo de CEC. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Mais merci. Merci à elle. Je voudrais souligner sa patience et la bienveillance dont elle a fait preuve à mon égard. Au début, j'ai eu quelques bobos cet été, donc j'ai eu du mal à répondre, et merci infiniment pour toute ta patience. Pour répondre à la question, en fait, oui, donc je suis la seule femme dans ce panel, et en fait, c'est pas du tout quelque chose de surprenant, ça m'arrive assez souvent. Je crois que la manière dont on a appréhendé, en tout cas dont on a approprié, je crois que c'est le terme est important, approprier la question écologiste. Elle est à l'image des personnes qui se sont accaparées de la question écologiste. Et donc, dans cet accaparement de la question écologiste, on va retrouver des mesures et des points d'intérêt, des prismes qui seront à l'image des personnes qui ont mis comme point d'intérêt l'écologie, on va dire, en avant.
Et donc, du fait même des personnes qui se sont appropriées, je pense qu'on peut faire un parallèle avec la question coloniale. Souvent, quand on parle de la colonisation, on pense à la violence physique, mais il y a énormément de violences symboliques, comme le fait de s'accaparer une terre, comme le fait de complètement déraciner des gens de leur terre, de leur système traditionnel, ancestral. Et en fait, dans la question même écologiste, de nouveau, on a cette idée en fait de supériorité et de complexe de supériorité qui rejoint un peu légèrement ce qui était dit par Malcolm précédemment. Cette idée comme quoi, en fait, par essence, certaines personnes n'auraient pas accès, et donc là, en parlant de certaines personnes, c'est plutôt les personnes racisées, racialisées plutôt, qui n'auraient pas, par essence, accès au niveau soit de connaissance, soit de praxicité qui permet de pouvoir prendre en charge la question écologiste. Et c'est pour ça, je pense aussi que dans les mesures où certaines des positions qui sont défendues, on ne retrouve pas les principales personnes qui sont pourtant les plus violemment frappées par les effets, par exemple, du dérèglement climatique, comme on le voit à l'heure actuelle. Donc en fait, on va avoir des discours et des mesures qui seront très situés. Et donc on a une écologie qui est extrêmement située, qui est très eurocentrée, et qui reproduit dans son positionnement les travers que sont ceux de la question capitaliste. On va avoir aussi une écologie qui bien souvent va être, entre guillemets, très bobo, et qui ne va pas prendre assez en considération... Enfin, c'est une écologie qui va être très environnementaliste et qui va mettre une hiérarchie entre la question environnementale et les questions de droits humains. Alors que, par exemple, pour les personnes qui ont été racialisées, il est inconcevable de juste prendre la question écologiste d'un point de vue environnemental sans établir le rapport avec les questions donc, de justice sociale et des droits humains. Et je pense qu'au-delà du constat, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que dans la manifestation de celle-ci, on est maintenant quasi tous au courant des effets dévastateurs du dérèglement climatique et de tout ce à quoi on va devoir faire face pour les prochaines années. Mais pourtant, on continue en fait de ne pas mettre dans les mesures qui sont mises en place un regard qui, lui, par contre, va prendre cet aspect décolonial. Pour ne pas parler dans le vent et donner un exemple concret, je dirais par exemple quand quelqu'un vous donne comme idée de taxer le kérosène, par rapport au vol en avion. Dans l'absolu, ça peut être perçu comme quelque chose d'une bonne idée. Mais c'est un positionnement qui, à mon sens, par définition, ne témoigne que d'une seule chose, c'est le fait qu'on ne connaît pas, ou qu'en tout cas on ignore la manière dont les gens dans notre pays, dans d'autres pays, sont issus d'un fruit migratoire, par exemple. Pour bon nombre de personnes qui sont installées ou qui vivent ici, une partie de leur famille sont à l'étranger. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de décider de taxer, par exemple, le kérosène? C'est-à-dire que vous dites à certains membres, certaines couches de la population, que le billet va coûter 4 000 €, et donc que pour vous, ce sera impossible de pouvoir vous rendre là où se trouve votre famille. Donc c'est ça, par exemple, très concrètement, avoir une mesure qui est une mesure qui, a priori, se dit que voilà, c'est une mesure écologiste qui vaut le fait d'être entendue, mais qui traduit aussi la manière dont elle est extrêmement située. Ou quand on peut se dire que oui, voilà, il faut qu'on ait des rues qui soient plus apaisées pour que les enfants puissent faire du vélo dans la rue. J'en parlais avec une amie, je pense aujourd'hui même. Ça traduit aussi quelque chose. Le fait de, par exemple, décider d'avoir des rues qui soient beaucoup plus apaisées, qu'est-ce que ça a comme incidence principale? C'est surtout que dans les quartiers qui sont les plus densément peuplés, c'est aussi les quartiers qui sont les plus précaires. Et donc, en réalité, l'effet que ça va avoir, c'est que ces populations seront aussi les populations qui seront, dans un premier temps, touchées par des pathologies typiquement liées à la dégradation de la qualité de l'air. Donc, on va avoir des pathologies de type asthme, etc., qui vont particulièrement se développer dans certaines couches de la population. Et donc, sur base de ça, c'est pour ça que j'estime vraiment que l'écologie, si elle n'est pas décoloniale, elle est tout du moins juste un bon sentiment. Si elle n'est pas véhiculée dans une lutte aussi de classe, c'est quelque chose qui ne fait que reproduire un positionnement qui
se veut pleine de bonnes intentions, mais pas forcément qui va répondre non seulement aux besoins des gens, mais aussi qui fait exprès de mettre entre parenthèses les réalités de beaucoup d'entre nous. Et donc, ce que je veux dire par le fait de faire ça, c'est dangereux, c'est que cette urgence qui nous frappe, elle ne nous frappe pas à la même hauteur ou à la même vitesse. Et tant qu'il y aura cette distinction entre environnementalisme et d'autres pans donc de la question écologiste, les gens ne se retrouveront pas dans ce discours et ne pourront pas se dire que oui, en fait, il s'agit de ma vie, il s'agit de mon vécu. Et donc, dès le moment où les gens ne pourront pas s'y retrouver, ils ne pourront pas s'engager et ils seront encore plus frappés par la violence des effets du dérèglement climatique. Merci beaucoup Stéphanie. Je vais revenir vers vous, mais je vais directement aller vers Samy Manga, parce que là, on va aller vers quelque chose de concret. Je m'appuie sur ce que Stéphanie vient de dire. Certaines classes, certaines personnes sont sciemment exclues de ces luttes qui les concernent au niveau de la préservation de l'environnement, au niveau de toutes les questions d'écologie. Vous êtes éco-poète, vous avez une approche beaucoup plus artistique de la chose. Vous avez écrit Chocolaté, c'est un livre, si j'ai bien compris, en tout cas de ce que j'ai lu, qui parle de ces luttes qu'il y a sur le continent. Vous disiez tout à l'heure, moi j'ai grandi au village, la première fois que j'ai mangé du chocolat, j'avais 17 ans. Donc là, on est dans quelque chose de concret, parce que ce qui relie ce que Malcolm a dit à ce que Stéphanie a dit, au final, pour moi, grosso modo, c'est des rapports de domination. Pour vous qui étiez sur place, au Cameroun, qui avez grandi au village, la nature était partout autour de vous, vous viviez vraiment au cœur de cette question-là. Comment est-ce que ça se traduisait au quotidien, ces rapports de domination? Souvent, on voit des camions et des camions de fèves qui s'en vont. Pour le jeune que vous étiez à l'époque, quel regard est-ce que vous mettiez là-dessus, sur ces rapports, sur ce fait que la fève, elle part, et puis peut-être que vous n'étiez pas rétribué comme il faut, peut-être que vous ne profitiez pas de ce qui ressortait de là? Mais déjà, quand je suis arrivé en ville, il y a un mot, parmi les mots que j'ai découvert dans le dictionnaire d'un type qu'ils appellent Petit Robert, il y avait donc ce mot-là, et écologiste, quoi. C'est-à-dire que... Et je me souviens, ma première réaction était, ça veut dire que c'est même quoi, c'est quoi un écologiste? Donc on m'a expliqué, et j'étais un peu perdu, parce qu'en fait, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui notre civilisation nous a amené à un tel point où il y a des gens qui sont obligés de se réclamer écologistes parce qu'ils ont encore un minimum de conscience dans quelque chose qui, pour moi, devrait être, je veux dire, un état d'être naturel de tous les êtres vivants. Moi, j'ai honte quand je dis à quelqu'un je suis écologiste. Je comprends, ça me fait bizarre. C'est vraiment, si vous allez dans mon village, vous demandez aux gens qui vivent dans ce village depuis des années, qui vivent avec la nature, qui sont en conformité avec les rivières, avec les animaux, si vous allez là-bas, vous les taxez d'écologistes, ils ne vont pas comprendre de quoi vous parlez. Parce que c'est un état avant tout qui devrait être naturel pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'à la base, si écolo, il y en a, on devrait tous être des écolos. Pour la simple raison qu'il s'agit de notre maison. C'est pas juste un concept, il s'agit de l'élément qui nous fait être en vie, de la biodiversité, de toute la synthèse, de l'intelligence de la création qui a fait qu'on est là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait, on ne devrait même pas arriver. Je trouve que c'est la chute de l'intelligence humaine, arriver à dire qu'il y a des écolos, il y a des... Je trouve que c'est triste. Et pourtant, c'est important. Parce que malheureusement, on a constaté que les gens, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris que quel que soit le niveau de développement qu'on pourra vouloir atteindre, quel que soit le progrès, quel que soit le type de monnaie qu'on va inventer, l'une des premières choses, si on était véritablement intelligent, c'est de veiller sur notre maison.
sur les espèces, sur la biodiversité, sur l'accord parfait entre nous les êtres, entre tous les êtres finalement. Mais il se passe que l'être humain est arrivé, aujourd'hui c'est le cancer de la planète. Et parmi ces êtres, il y a quelques-uns, comme mes camarades ici présents, qui sont obligés d'endosser cette responsabilité pour dire, s'il vous plaît, regardez. On vient de là, comment on peut reconstituer notre corps naturel pour arriver à quelque chose. Du coup, ça fait de nous des écolos, ce que je trouve honteux, parce qu'on devrait l'être tous. Pour revenir un peu à ta question, ça m'a fait aussi, quand j'ai écouté Malcolm parler d'écologie décoloniale, dans ce livre chocolaté, je parle aussi de colonialisme vert. Parce que ça, souvent les gens ils ne comprennent pas. En réalité, quand on parle de colonialisme, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi la raison du colonialisme? C'était accaparer des richesses. C'était avoir la main mise sur les produits naturels, sur les richesses du pays, sur les terres, sur les corps, sur les hommes. Ce n'était pas les hommes qui intéressaient les gens. Donc dans le colonialisme, il ne faut pas oublier qu'en réalité, c'était le colonialisme vert. Et je le dis ici, le cacao notamment, c'est tout à fait ça. Le cacao débarque en Afrique par un processus profondément colonial, par Sao Tomé, et sachant que le cacao n'est pas originaire d'Afrique, c'est quand même ironique. Aujourd'hui, l'Afrique produit 80% du cacao mondial. Les gens ne savent pas que le cacao n'est pas originaire d'Afrique. Il vient d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. C'est une culture précolombienne chez les Aztèques, les Mayas, et qui a été déportée pour être implantée en Afrique, justement pour fabriquer du chocolat pour les Belges qui mangent 12 kilos de chocolat par an chacun. Donc on va se mettre au régime si tu veux. On va diminuer les doses. On va diminuer les tablettes. Si ça peut te faire du bien. On va diminuer, d'accord ? Ils sont là plein, ils sont là. Non mais on va diminuer les doses, on est tous d'accord, on va diminuer les doses. Ça va. Faut pas s'énerver, faut pas fâcher, on va diminuer les doses. Ok? Bon. Du coup, sur cette note-là, je vais rebondir sur ce que tu disais, accaparer les richesses en fait. Ça me permet de revenir vers toi, David. David, tu travailles, tu as un focus sur les minerais. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, quand on parle de la République démocratique du Congo, que tu aies fait tes études ou pas en RDC, on a tous appris à l'âge de mon fils que le Congo est un scandale géologique. On l'a tous appris, tous. À l'école, c'est dit comme ça. Aujourd'hui, malheureusement aussi, quand on parle du Congo, on parle des minerais du sang, on parle des 3T, le tungstène, et j'arrive jamais à retenir les deux autres. Et en préparant cette conférence de ce soir, tu me disais, tu veux parler d'extractivisme. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de ce pays, il y a encore pas très longtemps, il y a encore quelques jours, on parle du coltan. Beaucoup. On va parler du coltan, on va parler de l'uranium. Alors la tendance, c'est les voitures vertes, parce que voilà, c'est bien, ça protège l'environnement, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des histoires derrière, c'est qu'il y a des familles derrière, c'est qu'il y a des gens, encore une fois, comme avec les parcs ou autres, qui sont arrachés de leurs terres, que ce soit dans les Kivu, que ce soit dans le Katanga, par exemple. Je parle de la RDC parce que c'est le pays où tu travailles, qui sont arrachés de là, parfois sans mesure d'accompagnement, sans mesure de compensation, qui sont un peu délaissés, parce qu'on a décidé aujourd'hui qu'à cet endroit, il y avait du coltan et qu'on va commencer à exploiter le coltan. Dans ces rapports de domination, je redis, c'est le mot-clé qui relie toutes vos interventions, dans le travail que tu fais, où est-ce que tu places le curseur? C'est pas facile, hein? La question je sais. Est assez longue. Mais... Je sais, mais comme tu auras diminué ta dose de chocolat, c'est que le cerveau est réveillé, quoi. Et ça tombe bien, je ne suis pas belge et je n'en mange pas, presque pas, de chocolat. Mais c'est vrai, ça tombe bien parce que quand on parle de l'appétit des Européens ou des Belges, moi je vais vous parler de votre appétit aux minerais. C'est incroyable parce que vous en avez dans vos poches, dans vos télés,
Et même dans vos bouches avec les brosses à dents électriques. Enfin, c'est devenu une tendance. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la question de l'extractivisme? D'abord, revenons à cette histoire de scandale géologique. Je crois que c'est un géologue belge, Jules Cornet, en 1892, qui déclare ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des Congolais ou des gens d'origine congolaise dans la salle. Quand vous nous parlez de le Congo, c'est un scandale géologique, on a les yeux qui brillent. On est content, quoi. Et moi, j'ai à peu près le même constat que Samy. Ça me dégoûte de voir que la seule manière de définir le pays, c'est-à-dire 1892, c'est juste 7 ans après la conférence de Berlin, où ils ont décidé de donner à votre roi le Congo. Et c'est-à-dire que la première chose que les Européens, les colons, les Belges ont vu sur ce territoire, ça n'était pas notre capacité à produire la rumba. C'est-à-dire le fruit de l'esprit. On a un débat avec Malcolm sur la rumba, mais ça, c'est vraiment un private joke. C'est vraiment entre nous. Et non plus les bâtons du Shango, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent. C'est-à-dire que les Congolais s'amusaient à faire des maths. Et donc ça, c'est pas ce qui ressort quand on parle du Congo. J'aime souvent dire, et même faites l'expérience, quand vous sortez de votre pays et que tu dis ah, je suis belge ou je suis français, la première chose qui va sortir, c'est la gastronomie, la musique, le chocolat, etc. Bref, c'est les fruits de l'esprit, de la culture, etc. Ça n'est jamais le lithium qui se trouve dans l'Allier en France. Pourquoi est-ce que quand ça concerne le Congo, ce qui sort en premier dans les discussions des gens, ce n'est pas nous, ce n'est pas ce qui se trouve au-dessus du sol, c'est ce qui se trouve dans le sous-sol, dans le ventre de notre pays. Cette question m'a amené à penser que les 10 millions de morts, de personnes génocidées par Léopold II, s'expliquent aussi par cette non-considération de la population, parce que ce qui intéresse les colons, ce qui l'intéressait, ça n'était pas ce qui était au-dessus de la terre, c'est ce qui s'est trouvé dans ce sous-sol. Et puis, 10 millions de morts, 1885 à 1908, si je ne me trompe pas, c'est pas beaucoup d'années. On peut se dire, bon, c'était l'époque coloniale, etc., c'est passé. Aujourd'hui, à travers vos smartphones, il y a 4 grammes de coltan dedans, si jamais ça vous intéresse. Ou pour la culture, il faut me la péter aussi. Entre 97 et aujourd'hui, on compte pas moins de... Alors, pour rester consensuel, on est entre 6 et 10 millions de morts, de Congolais. Pourquoi? Pour accéder aux ressources minières pour l'économie électronique. On a industrialisé la mort dans ce pays pour les ressources minières. On a transformé le deuxième plus grand pays d'Afrique en une espèce d'espace géant, un hécatombe géant des Congolais au nom de l'appétit à minerais des pays riches, plus spécifiquement des Européens. Donc, c'est tout à fait naturel de m'interroger quand je vais agir en tant que quelqu'un qui se pose des questions sur la société, quand je vais agir en tant qu'écologiste décolonial, sur quelle est cette manière d'habiter la terre qui nécessite de sacrifier des Congolais pour sauver, soi-disant, la planète. Quelle est cette manière d'habiter la terre qui nécessite
cette mise à mort des Congolais avec une mise en scène effroyable. Je ne vais pas vous décrire comment on viole les femmes au Congo, comment le viol est utilisé comme une arme de destruction massive. Et au final, donc, quand tu rentres par cette porte d'extractivisme, tu comprends tout ce système. Parce que ce système, l'extractivisme, ce n'est pas juste le fait d'extraire des minerais, des ressources et de le mettre au marché international, c'est aussi produire un système violent sur un territoire qui permet justement de faire vivre ce marché international. Et donc, dans mon regard sur les questions environnementales dans notre pays, je le regarde à travers ce prisme-là, mais ça me permet aussi de comprendre le rouage, si je peux me permettre, de la géopolitique et les questions économiques derrière, et venir, si je peux, exposer, comme j'essaie de le faire aussi, sur votre mode de consommation. Il a parlé des 12 kilos de chocolat. En France, on dit que chaque année, que chaque 2 ans, on change un smartphone. Un smartphone, tu le fais pas durer plus que de 2 ans. Tu le changes. Et j'ai regardé, le monde produit à peu près 1 million de smartphones. Non, pas à peu près, 1,5 million de smartphones. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à créer, tout le monde a au moins 2 ou 3 smartphones en soi. Voilà le système économique qui permet de justifier les millions de morts au Congo. Et donc, quand on se pose la question congolaise, on doit, de mon point de vue, passer par cette analyse-là pour justement se dire, si on veut que ce territoire devienne habitable pour les Pygmées, il faut d'abord se dépouiller du colonialisme, se dépouiller de cette relation-là, pour que demain, cette terre de vie qui est transformée à des scènes, à un espace où on tue de manière industrielle, eh bien, il faut se poser cette question et ensuite, oui, questionner la question de la réparation, etc. Donc, c'est à travers ça, l'extractivisme, ça me permet de voir ça comme ça, de comprendre ce système et de le dénoncer en soi, parce que extractivisme, il y a aussi l'exagération de l'extraction derrière. Voilà, c'est si je peux me permettre, je peux m'arrêter là. Merci David. Est-ce que tu nous lis un extrait maintenant? Sauf si on fait payer les gens qui sont là. Enfin, ça, on va leur faire payer. Alors ceux qui mangent 12 kilos par an, ils sortent, et puis les autres, ils payent. Je voulais juste rajouter un petit détail que j'ai pas pu finir tout à l'heure quand je parlais de colonialisme vert et ce qui va clairement, qui coïncide avec ce que mes camarades disent. En fait, c'est quelque chose d'assez très amusant même. C'est-à-dire que le colonialisme vert, évidemment, c'est basé sur, c'est toujours basé sur le fait de arriver dans un territoire et priver ce peuple de ses propres ressources. En gros, ça a toujours été une vision fantasmée, vous savez, celle de Tintin au Congo, c'est vraiment une Afrique où il y a tout. Les éléphants, les arbres, les grands fleuves, les oiseaux très jolis, sauf les Africains. Et c'est quelque chose qui se traduit dans tout ce qu'on dit ici aujourd'hui. C'est non seulement à servir les corps d'hommes, mais c'est plus, c'est de produire l'uranium, c'est de produire des matières qui font vivre l'Occident aujourd'hui. À chaque fois, j'entends parler de pays riches. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ne sont pas riches du tout. Mais en fait, c'est une connotation. C'est pour ça aussi, même avec le français qu'on utilise, on est des actionnaires de l'immigration. Tu entends, tu es chez toi au Congo, t'entends parler des pays riches. Le petit Congolais ne s'imagine pas qu'en fait, le pays dont on dit pays riche est riche parce que ce pays pille son pays. Et donc, il ne voit pas la richesse en son pays. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la route. Alors qu'en réalité, les pays riches, c'est véritablement pas les pays riches. Ce sont des pays exploitateurs. Les véritables pays riches, ce sont les pays dits pauvres. Tout le monde ici est d'accord avec moi que le Congo est l'un des pays les plus riches de la planète.
C'est pas une vision cinématographique, c'est une réalité au vu des ressources naturelles que ce pays dispose, au vu de son potentiel en termes de terre, en termes de biodiversité, de rivières, de forêts. C'est un pays, normalement, les Congolais devraient être les citoyens les plus, j'ai envie de dire, les citoyens qui vivent le mieux dans le monde. Ben, c'est le contraire. À côté de ça, on nous parle donc des pays riches qui n'en sont évidemment pas. Merci, Samy. Est-ce que on poursuit, on rentre dans du concret, tu nous lis un petit extrait? Non, on est dans du concret, on poursuit dans le concret, on force dans le concret. Est-ce que tu nous lis un petit extrait? Comme ça, ça nous permet de pouvoir switcher. Ça va? On va écouter un petit extrait du livre Chocolaté de Samy Manga. Alors, ce matin, je me suis levé très tôt pour saisir la beauté de tes mots de silence, rythmés par ce vent psalmodiaque que projette ton aura. Dans toute ta somptuosité parfaite, je t'ai regardé droit dans les yeux, comme au début de mon enfance intrinsèque. L'après-midi venu, je me suis étalé sur ta base ombragée par tes dessins solaires. J'ai embrassé ta terre matrice et je me suis endormi jusqu'à la lie. L'âme de mon corps est née à 3 reprises et mon esprit a transcendé la connaissance interdite. Les grandes longévités font de toi le plus grand des arbres, le seul qui tutoie l'ombre des ancêtres, l'apogée des cieux au voyage astro. De même que l'éléphant est le plus grand des animaux terrestres, la baleine reine des eaux, tu es le roi de l'espèce végétale, le seul conquérant assidu des soleils tranchants, le seul conquérant assidu des soleils tranchants. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Le seul conquérant assidu des soleils tranchants. Le seul conquérant assidu des soleils tranchants. Le seul conquérant assidu des soleils tranchants. Ce matin, je t'entends encore solfier des cantiques d'élévation orbitale. J'ouvre mon regard grand vers ta demeure aux 1000 feuilles armées de soleil concentré. Sous tes immenses branches tendues à l'échelle universelle, l'image des grands ponts s'élance vers chacun de nous. Mais souvent, lorsque je vous fixe ardemment, à cœur contre cœur, il m'arrive encore de déceler tes 3000 visages de sérénité. Oh, Baobab bien mouni, détenteur des syllabes secrètes, nous avons bu tes soupes d'écorce et nous en sommes rajeunis. Avec des mœurs immunisées. Ta source vitale étant la même que la mienne, que la tienne. Ta source vitale étant la même que la tienne. Tu dois en savoir plus à propos de nos origines souterraines. Et tu deviens le poumon de la planète, le souffle de la parole, la langue de l'oxygène, entrailles célestes. Maturité vertébrale et divine poésie. Baobab des premiers firmaments. Nos dissidentes cendres te resteront à jamais. Ode à la mémoire de sang. Alors là, c'est un texte de Chocolaté. Fils de rat, abattez le millénaire aquatique. Empoisonner la mangrove habile du Ghana. Capturer l'unique poisson du Zambèze. Estropier l'indélébile fraternité animale. Saccager l'ultime nudité de l'arbre à parole. Dynamiter les caves montagneuses d'or noir. Déstabiliser l'atmosphère héritée des premiers temps. À vil prix de vivre vie brûlante. Piller les années vierges et assommer le conservatoire souterrain de la dignité essentielle. Aux hymnes cousus de la monarchie, contre vents et bateaux de ratissage, encenser le festin des océans doublement lynchés. Oui,
Chantez, chantez la domestication du reptile. Fredonnez le verset de la famille Rothilde. Oui, chantez encore et encore à tort avec Total. Récitez le faux aux lèvres de la trompette folle, au disco mesquin des abîmes cinglés, au rock'n'roll étriqué de sang d'œil souillé. Vive mon euro. Oui, vive mon euro. Belle épouse d'Elvis, laide, sublime, sublimissime, épilée jusqu'à l'os du label Occident, comme à la guerre des Hollywood trafiqués, comme à la mort cellulaire des terres injectées, comme à la démocratisation organique du cancer paternel. Friandises humaines au kilogramme cynique, médecin de Medellin, hologramme de la fraude, déclamer l'inévitable mélodie du désastre et sa chirurgie plastique à profusion. Faites grimper sa bouse sanguinaire, lance drame au nom du chocolat, au nom de la forêt, au nom du pétrole, au nom du manganèse, au nom de l'uranium, de la bauxite, et même au nom des éléphants de Côte d'Ivoire, et même au nom des hautes concrétudes des empires de papier. À gorge déployée, crier à coupe-tête, marteler les peuples dissidents des Afriques, qu'ils pissent le sang saillant de la pénitence, vilipender la sève sacrée des îles Congo, répandez l'infection de vos villes pour 1 million d'euros et peignez la tragédie des métropoles dans les moindres villages de l'âme humaine. C'est vrai, la pluie comme on ricane du nez. Oui, plaisantez. Plaisantez depuis le carnage onusien de nos viscères jusqu'au bidonville du vice. Buvez des tasses d'archipels glacés, des ligaments de pesticides boucanés et des tranches d'ossements assaisonnés. Méprisez la quintessence des légumes. Vaccinez-nous. Vaccinez-vous. Pauvre sarcophage de pensées édentées, tonnes d'amnésique en libertinage toxique, estampillez-les, eux et nous à genoux, pour tout, telles de petites personnes de maigres croyances clouées à l'œil d'un inassouvi hurlement de loup. Camisole cannibale. Étouffez-nous, étouffez-vous, fascinante fascination, anatomie de logo, servez-nous des ribambelles de gamètes mâles, des bordels de terre mastiqués, des ailes de foie gras et des tiges d'épingles 16 fois sursalées. Allez-y, ajoutez-y du jambon de vache clonée et même 500 000 bonbons de synthèse longuement adulés. OGM, que je t'aime! OGM, que je t'aime! Que je t'aime puisque tu m'aimes d'amour éternel. Muse d'excréments exhibant sans sabre déviant. Baleine rôtie aux appétits pro-exotiques. Elle ronde aux phoques, écartelée aux barbelés de l'Europe-Afrique. Châtiment d'un ciel poignardé à la merci d'une agonie de masse. Qu'il pleuve du macadam en colonne de fumée. Que les hydrocarbures assassinent les Himalayas jusqu'aux tripes du globe, de quoi soumettre la galaxie au pied d'un seul paquet de dollars américains. Boussier du bitume, opaque lane de fer, décrocher la lune de son orbite, lécher la fente aiguë de son sexe doré et vender ses roches et son âme aux enchères. Musée des afflictions hautement légendaires. Allez-y! En âme et en char d'assaut, piétiner la fertilité primaire des enfants doués. Braves gens fusillèrent des harmonies innées. Col blanc de tueurs en expansion aux Nations Unies. Depuis la souillure pimentée de l'an 1884. Depuis l'inhumaine traîtrise des Berlins. Voiler le poumon sudiste de la planète. Dynamiter la diversité des organes cosmiques. Embastiller l'oxygène des continents jusqu'aux chutes du Brésil exilé. Jusqu'aux chutes du Brésil exilé. Jusqu'aux chutes du Brésil exilé. Portez des masques anonymes. Brandissez des diplômes en encre et des mines. Déstabiliser la vérité originelle avec la Chine. Inventer des pandémies mentales. Pendez l'humanité à la chaleur massive de vos incinérateurs automatiques. Puis à la voracité mesquine de vos vains appétits cloîtrés dans de vastes égaux turbulents. Que des corps d'oiseaux migrateurs périssent enfin à l'abdomen du temps, à l'envers du vent. Que les dômes ensoleillés et le labyrinthe de la mer Rouge périssent jusqu'à l'atome.
jusqu'à la moelle intestinale de nos humanités triplement cassées. Figé dans le syndrome des croix désaxées, voici venu des essences de bois sacrifiées depuis le tendon du Kilimandjaro jusqu'à la tombée des chevilles ostracisées, vaste soleil noir des horizons amputés. Je suis le laboureur des terres marronnes, cultivateur aguerri du PIB mondial confisqué. Nous sommes ce riche continent braqué par 500 supplices, imparable appartenant à 500 fauves capitalistes du même nom et de sa mondialisation pourrie. Oh my God, oh j'aime que je t'aime. Que je t'aime depuis que tu m'aimes, à la mamelle éternelle. Je m'adresse ainsi à l'araignée des tropiques, à la vénérable amazonienne du fleuve des Indes, depuis le traumatisme aigu de la forêt équatoriale. En elle, je dédie les sudes avenues empoisonnées, en Panthéon. Je dédie les sèches avenues empoisonnées, en Panthéon. Au Panthéon de la salissure bancaire, je lègue nos longues langues aux dynasties méthodiquement dévalisées. Vers noir de nous, submergé d'eau d'aube exaltante, enfui dans la résonance tectonique de là où on ne se laisse jamais. Parce que la prochaine fois, un de ces jours premiers, en conscience et en liberté, nous nous lèverons. Quoi qu'il nous croie, là et endormi, nous nous lèverons. Quoi qu'il fasse de notre histoire noire, nous nous lèverons. Quoi qu'il nous croie fantaisistes éphémères, nous nous lèverons. Quoi qu'il nous croie pitoyables et fétichistes, nous nous lèverons. Nous nous lèverons, nous nous lèverons. Nous nous lèverons tous avec tous, au nom de la reconquête subsaharienne, tous avec les dieux verts recomposés en un tout indomptable. Et chaque homme, chaque femme, chaque cuisine, chaque foyer, chaque salon, chaque palais, chaque lèvre, chaque langue, chaque bouche, chaque mâchoire, chaque firme, chaque marque, chaque entreprise et chaque multinationale du chocolat occidental portera à jamais dans la conscience indélébile de sa mémoire de souche, non pas seulement le brûlant germe des prochaines grandes révolutions africaines qui frappent déjà à la porte, mais également les traumatiques hontes des gens, les irréversibles sentences du sang des ans, la putréfaction brûlée de la torture noire et les cynismes coagulés des écocides planétaires. Haute sueur des hommes dressés, nous, tiers-mondistes aux veines de cuivre écartelées, nous, sainte continent, sainte rivière d'un continent envoûté, nous, menstrues de femmes africaines violées par les armées des armées occidentales, nous, saignements de martyrs aux sépultures réveillées, nous, berceaux de la civilisation et nous, bouts de révolution menés au bec féroce de la grande réappropriation de nous-mêmes. Tout comme dans les prairies esclavagistes de la canne à sucre d'antan. Tout comme dans les prairies esclavagistes de la canne à sucre d'antan. Tout comme dans les prairies esclavagistes de la canne à sucre d'antan. Nos longs siècles de servitude hurlent définitivement aujourd'hui comme de furieux volcans pétris de 54 000 explosions d'inaliénables vérités. Assez. Gueule de chien battu. Va-t'en. 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 I'm not your neighbor. Merci. Waouh, il faut que ça redescende. Merci beaucoup, Samy. Merci infiniment pour ces deux textes. Le second, on passe par beaucoup de... C'est les montagnes russes émotionnelles. Donc, tout est dit, tout est ramassé. On passe des OGM à la Covid, à ce qui se passe maintenant, à ce qui nous turlupine, à ce qui nous traverse à notre quotidien, que ce soit ici, que ce soit sur le continent. Il y a des choses aussi qui résonnent avec ce qui se passe sur le continent. Je ne sais pas si ici même,
parmi vous, je ne sais pas, Stéphanie, David ou Malcolm, est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce qu'il vient d'entendre? Non? Aucun? Alors, je vais d'abord réagir au propos de ce qui a été dit avant les deux poèmes des deux textes de Samy. Et bon, déjà merci Samy. Mais et rappeler que la colonialité est partout. Là, on parle d'écologie décoloniale, mais la colonialité, en fait, dépasse la question même de l'écologie ou de l'environnementalisme. Ce que Samy avait raconté sur le cacao, par exemple, on le retrouve avec la question des bananes. La France a empoisonné des terres, dont mon île natale, la Martinique, avec des pesticides, mais dont le chlordécone, mais cela n'est que la partie immergée en fait de l'iceberg, et que pour faire cela, il a fallu créer toute une forme de tournant du XXe siècle, enfin 19e siècle, une forme de colonisation scientifique. C'est-à-dire que les sciences, on a créé des instituts scientifiques, l'agriculture coloniale, dont la fonction était de conquérir des territoires et de mettre et de déterminer les meilleures façons d'avoir le profit le plus rapide et le plus grand pour une poignée de colons. C'est ainsi que la banane, pareil, ne vient pas d'Afrique, et pourtant, au tournant du XXe siècle, voilà, la France avait son empire bananier colonial avec Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Guyane d'un côté, Martinique, Guadeloupe. Donc je rappelle ça juste pour insister sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'écologie décoloniale sans prendre en compte la place des sciences dans la mise en place des destructions de la Terre. Et du coup, ce que Stéphanie vient d'expliquer sur la façon même de penser l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie était le reflet de celles et ceux qui composent les arènes où les décisions sont prises. D'ailleurs, ce que tu racontes sur la taxe sur le kérosène, la façon même de penser l'avion, je me retrouve complètement dans ce que tu dis avec la question des 10 territoires ultramarins, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Kanaki et autres en France. Mais cela s'applique également aux sciences. C'est-à-dire quand vous allez à l'université, quand vous allez dans des écoles et que on retrouve encore une fois une composition homogène de celles et ceux qui vont produire les connaissances. Je donne souvent l'exemple, moi je suis chercheur au CNRS, mais à l'université Paris-Dauphine, à Paris, et quand je reste trop longtemps devant l'entrée de mon université, très rapidement il y a un élève qui vient, un étudiant pardon, qui vient et qui ouvre son sac et qui le porte à bout de bras et me demande de regarder son sac. Ben oui. Évidemment, parce qu'il pense que je suis quelqu'un de la sécurité. Et effectivement, tous les membres de la sécurité, enfin tous les services de sécurité, sont des personnes racisées. La différence était que ces personnes ont toutes un uniforme avec le nom de l'entreprise à qui l'université a chargé la sécurité, et que moi je ne porte pas d'uniforme avec le nom d'entreprise. Ou plutôt, je porte un uniforme d'une autre nature, un uniforme qui littéralement colle à la peau. C'est-à-dire que cet étudiant, il a intégré le fait que mon corps n'était pas le corps qui produisait de la connaissance. Que mon corps était celui qui avait une autre fonction. Celui de préserver son corps à lui
dans le chemin de la connaissance. Et effectivement, quand il rentre dans l'université, il va voir, s'il arrive très tôt, il verra qu'il y a un ensemble de femmes racisées qui ont nettoyé l'espace. S'il va manger le midi, il verra en fait un ensemble de femmes antillaises et de portugaises qui vont servir à manger. S'il faut imprimer son mémoire ou sa thèse, alors pareil, dans les services d'imprimerie et d'administration, il retrouvera en fait toute une diversité de personnes. Par contre, dès qu'il rentre dans la salle de classe et qu'il fait face à ses professeurs, ou alors quand il regarde une note de bas de page et qu'il fait face aux références qui lui sont données en sociologie, en philosophie, en écologie, en chimie, en physique-chimie, en fait, alors là, il voit que tout d'un coup, toute la diversité qui a composé son expérience de l'espace où on produit la connaissance s'efface pour reproduire encore une fois une forme de blanchité, une blanchité épistémique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une écologie décoloniale sans des sciences décoloniales. Des sciences décoloniales. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir décoloniser la production même de connaissances, tout autant que la façon de mener des recherches académiques et des recherches scientifiques. Ce sont deux choses différentes. Et je sais, on en parlait, tu disais, voilà, on arrive... en fait, les Belges arrivent et imposent ce parc. Mais en fait, ce sont des scientifiques aussi qui arrivent, qui disent, voilà... mais la relation entre scientifiques, entre chercheurs et peuples autochtones est une relation coloniale également. En tout cas, a été historiquement également une relation coloniale où, par un autre biais, on va pouvoir extraire des connaissances. Il y a ce très beau livre de Linda Tuahoe Smith qui s'appelle Decolonizing Research, où elle montre elle rappelle que pour beaucoup de peuples autochtones, le mot recherche est le mot le plus sale qui existe. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire de recherche, mais qu'il faille aussi repenser la recherche. Parce que pourquoi on a créé collectivement l'Observatoire Terre-Monde ? Il ne s'agissait pas uniquement de dire on va faire autrement. Il s'agissait de fonder d'autres centres de dénonciation et de discours sur l'écologie. Et de montrer... à l'époque de la sortie de mon livre, j'ai fait... des conférences avec certaines associations environnementales qui me disent « Ah oui, d'accord. Bon, ben maintenant, on va aller dans les quartiers populaires. » Et comme si, en fait, il s'agissait de changer le discours, mais de maintenir l'organe, en fait, qui prononce ce discours, et du coup, de ne pas reconnaître tous les autres, en fait, qui peuplent la Terre. Et du coup, la colonialité, elle est présente même dans la conception même de la planète. 1492, c'est quoi? C'est évidemment l'année où les 3 caravelles de Christophe Colomb débarquent dans la Caraïbe, mais c'est aussi le moment où la Terre devient pensée comme une planète une et finie, avec du coup des ressources finies. Et aujourd'hui, on va parler de colonialisme vert, on va parler de racisme environnemental, on va parler d'extractivisme, comme l'ont très bien rappelé David et Samy. Mais tout cela participait en fait à un même habité de la Terre, ce que moi j'appelle un habité colonial de la Terre, c'est-à-dire c'est une philosophie même de ce que signifie habiter la Terre. Et en l'occurrence, une philosophie qui est raciste, violente, extractiviste, et on peut même dire cannibale. On s'est intéressé aussi aux êtres humains. Les colons se sont aussi intéressés aux êtres humains, notamment à travers la pratique de la traite négrière transatlantique. Des personnes qui sont transbordées d'Afrique et qui ont une espérance de vie après de 7 ans ou quelque peu. En fait, c'est une forme de consommation de l'être humain, littéralement. Donc en fait, les Européens ont été les plus grands défenseurs du cannibalisme dans ce sens-là. Et tout cela n'a pas
fondamentalement changé dans ses philosophies. Dans ses formes, oui, mais dans ses principes, n'a pas fondamentalement changé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on trouve encore, puisqu'on parle d'écologie, on trouve encore dans l'écologie quelque chose d'assez curieux, mais qui fait écho au poème de Rudyard Kipling de ce fardeau de l'homme blanc, avec des personnes qui reproduisent la même grammaire. Tiens, nous allons devoir, nous allons vers une terra incognita. Enfin, si vous allez lire les textes sur Anthropocène, etc., c'est la même chose. Mais la question, pour passer le micro, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est finalement on fait quoi? Voilà. Finalement, on fait quoi? Mais on fait quoi face à cela? C'est-à-dire comprendre que la différence entre colonisation et colonialité est très simple. La colonisation est un processus militaire, politique, économique qu'on peut considérer comme borné, avec une date de début, une date de fin, souvent l'indépendance ou la départementalisation. Bon, en tout cas historiquement. Mais par contre, la colonialité fait référence à cette manière d'être en relation avec la Terre, avec les êtres humains, avec les non-humains, qui, elle, ne change pas du jour au lendemain, tout simplement parce que l'on a signé une déclaration d'indépendance. Ce sont des façons de faire, des conceptions qui sont sédimentées au cours de siècles. Ce n'est pas parce que soudainement, au bout d'un an on a signé un traité que ça s'arrête. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment hériter de cette histoire? Et il serait naïf de se dire c'est le passé, donc on n'a plus à y penser. Il serait naïf de se dire en fait ils ont créé ce truc-là qu'on appelle l'écologie et ils ne savaient pas qu'il y avait des peuples autochtones, mais si on montre qu'il y a en fait des communautés qui ont pensé la façon de, par exemple, faire face au feu, au grand feu, alors ça va changer. En fait, non, ça part de bons sentiments, mais il faut vraiment comprendre qu'il y va d'un refus explicite d'hériter de la question coloniale et d'y faire face. Ce qui fait que, à mon sens, l'enjeu consiste aujourd'hui à trouver ou inventer des formes de relations décoloniales qui durent dans le temps, qui permettent de créer des manières d'exister, des manières d'être en relation les uns avec les autres, que l'on soit au Congo, que l'on soit en Martinique, que l'on soit à Bruxelles, de manière digne, juste et égale. Voilà. C'est pas ce que tu fais un petit peu, Stéphanie? En tout cas, j'aime à croire que je vais dans cette direction, mais ce serait peut-être un peu présomptueux que de dire que c'est ce que je fais. En tout cas, je pense que c'est peut-être à la fin de ma vie. J'espère que je mourrai à 95 ans. Et que et que je me dirai, je ferai le bilan des choses. Mais pour revenir aussi à ce qui était dit sur la question de qu'est-ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est multidimensionnel et par lequel, en fait, il n'y a pas uniquement une réponse. On est dans une actualité au dit Moyen-Orient. On voit, par exemple, le génocide du peuple palestinien, qui, à mon sens, résonne aussi sur la question de l'écologie décoloniale. Ne serait-ce que dans l'attitude qui est adoptée par énormément d'associations ou même de partis écologistes. Pour ne pas le citer, je parlais ici en particulier du parti écologiste allemand, qui n'a aucune réaction, par exemple, sur la question même de comment est-ce que les terres palestiniennes sont complètement intoxiquées, par exemple, rendant toute vie digne et toute forme d'alimentation impossible dans ces terres-là. Alors on peut se poser la question de comment est-ce qu'on estime que c'est possible d'avoir ces positions qui sont à la fois un peu, on va dire que c'est des funambules, quoi. Tout simplement parce qu'on est dans un continuum colonial et qui, dans l'essence même de la colonialité, qu'est-ce que c'est? C'est l'impérialisme. C'est ce que l'on voit être en activité là, à l'heure actuelle, par exemple sur le territoire gazaoui. C'est l'impérialisme occidental qui ne veut pas mourir et qui reconnaît aussi que de la même manière dont la colonialité, par exemple, européenne s'est mise en place en tuant les Premières Nations aux États-Unis, enfin qui maintenant est appelée les États-Unis, la même qui s'est mise en place sur le territoire australien,
la même qui s'est mise en place sur le territoire néo-zélandais, c'est exactement la même chose. Donc pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est premièrement accepter le fait que c'est un héritage que l'on a reçu, quand bien même on soit d'accord ou pas d'accord avec celui-ci. Beaucoup de gens estiment que c'est quelque chose qui est du propre du passé et qui en fait sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise. Mais vraiment pour revenir à la question même d'un héritage, vous pouvez recevoir de l'argent de vos parents, c'est à vous de décider ce que vous faites de cet argent. Là, c'est déjà la première question. Qui est à même de pouvoir dire ici que l'héritage colonial, spécialement dans notre pays, ici en Belgique, n'est pas quelque chose qui va clairement modeler même la manière de penser? Alors qu'à côté de ça, on a choisi par exemple de faire totalement l'impasse sur l'influence qui règne encore aujourd'hui entre le rapport colonial belge avec des territoires comme le Congo, le Rwanda, le Burundi, qui sont l'essence même aussi de comment est-ce que la question impérialiste européenne s'est manifestée dans ces peuples-là. Donc il y a ça, le fait de reconnaître l'incidence de l'histoire coloniale, le fait de reconnaître la manière dont on la reçoit en héritage, le fait de reconnaître que, très sincèrement, c'est impossible de pouvoir espérer un demain qui soit honorable pour la dignité de tout un chacun, sans que ça ne passe par le renoncement. Et ça, je pense que c'est la partie qui est la plus difficile à accepter pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. C'est le fait de se dire « je veux que ça change sans que moi, je change ». C'est le fait de se dire que je comprends tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais laissez-moi rester dans mon confort. C'est le fait de se dire que, par exemple, on peut hériter du travail d'autrui tout en supprimant les actions qui ont été mises en place. Et ça se passe tous les jours. Moi, chaque fois que j'entends, par exemple, qu'on célèbre les 5 ans de MeToo, par exemple, j'ai mes poils qui s'hérissent. Très clairement, c'est ça, c'est l'effacement, par exemple, d'une femme noire, Tarana Burke. Très clairement, quand on parle, par exemple, de la mise en place de telle ou telle structure, comme les faits de tout simplement se dire, voilà, ben nous, on fait de la permaculture. Qu'est-ce que c'est la permaculture, en fait? Hein? Et ça se manifeste partout, dans toute chose. Et les gens refusent de dire que le confort dont nous bénéficions ici, en Europe et en Occident, est littéralement bâti sur le sang des corps racialisés. Et dans la manière dont, par exemple, on envisage la transition écologique sans que les principales personnes concernées soient à la table des discussions et soient les personnes qui décident, parce que c'est ce renoncement-là dont il est aussi question, tant que les décisions seront prises par des personnes qui sont issues des classes les plus bourgeoises, qui sont issues des milieux les plus embourgeoisés, qui sont par exemple les personnes les plus multidiplômées, qui sont par exemple des personnes qui ne sont pas les personnes qui seront les premiers à souffrir de ces décisions-là, de ces mesures-là, ce renoncement-là nous pousse vers le mur. Parce que j'entends parfois des gens dire oui, il faut qu'on puisse écouter les principaux concernés. Non, on est en 2024. Il n'est plus question d'écouter les principaux concernés. Il est question que les principales personnes concernées soient les personnes qui soient aux commandes, aux manettes des décisions. On a vu ce que ça a donné quand les personnes qui n'étaient pas aux manettes prenaient plein de décisions et dont les principales victimes de cette violence sont celles que l'on veut écouter dans un deuxième temps. Clairement, là, c'est une question de suicide de classe et une question de suicide collectif. Et c'est rien de... Moi, j'invente strictement rien. Vous prenez quelqu'un comme Thomas Sankara, qui disait très clairement, il va falloir faire un choix. C'est l'eau potable pour tout le monde ou le champagne pour certains d'entre nous. Et là, on est encore dans la préservation de certaines personnes qui estiment qu'on peut continuer à faire comme si on n'était toujours pas face à ce choix-là qui est tout à fait juste vital. Donc très clairement, comment est-ce que ce renoncement se traduit dans vos vies ? C'est pas possible en fait d'avoir des Noirs et des Arabes qui vont être entendus sur des questions qui sont, on va dire, situées très spécifiques, mais qui sur d'autres ne seront que soit pas dans la pièce, soit des consultants, soit par exemple des personnes transgenres ou encore des personnes qui sont racialisées ou des personnes qui sont musulmanes.
ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est basé sur ça. C'est sur le fait de préserver de préserver les manettes alors qu'on a déjà vu qu'on allait tout droit dans le mur. Donc clairement, je pense que je le redis, ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est pas une chose, c'est une série de décisions, et très clairement, c'est le renoncement au statu quo que l'on connaît, et c'est le renoncement par rapport à une situation qui nous mène vraiment droit dans le mur. Donc on n'a rien inventé, mais il serait peut-être temps de renoncer à ce qui nous mène droit dans le mur. Merci Stéphanie. Je veux répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Moi, j'aime beaucoup cette question parce que il se trouve que je commence à m'habituer à faire des conférences, et à chaque fois, effectivement, quand j'ai fini de faire ces bilans macabres que je vous ai décrits tout à l'heure, les gens me demandent « Alors, c'est quoi la solution ?» Souvent, je suis devant un parterre d'ingénieurs qui, eux, justement, sont en train d'imaginer des solutions. En tout cas, il semblerait. Mais je vais essayer d'être humble et vous proposer peut-être un processus. D'abord, nous sommes ici dans une société, dans des sociétés fast-food, où, quand on a faim, on a eu faim tout à l'heure avec Samy, on veut quelque chose de rapide. Tu vas chez McDo, on te donne ton burger, ça y est, c'est réglé. Et du coup, sur une histoire aussi longue, je ne sais pas, des siècles, des centaines d'années, on veut, dans cette temporalité-là, dans quelque chose qui a mis autant d'années, penser que ça va se régler dans cette temporalité smartphone où tu scrolles. Voilà, donc je pense déjà prendre la mesure, l'ampleur du problème est déjà un très bon chemin. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je vais vous proposer un cheminement par rapport au territoire, par rapport aux problèmes que j'ai exposés au début. Nous nous sommes mis à marcher, nous, cet été. On a fait 3 semaines de marche, avec plus ou moins 15-20 personnes en fonction des jours. Ça paraît assez long, j'ai des petits frères qui n'ont pas compris pareil. On dit pourquoi tu ne prends pas le bus? Tu irais plus vite. Et en fait, on a pris le temps d'être dans des communes où, dans l'est de la France, ça vote assez à droite. Et donc on nous a prédit que ce sera des territoires assez hostiles par rapport à ce qu'on portait. Puis au fur et à mesure qu'on marchait, effectivement, on a rencontré de l'hostilité, c'est pas faux. Mais on a rencontré aussi des populations qui se posent à peu près la même question que vous me posez, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pour rester dans le domaine que j'essaie de connaître un peu plus, la réparation semble déjà un très bon chemin. Mais du coup, quand on parle des réparations, tout de suite, les gens dans leur tête s'imaginent un retour à l'état vierge des choses. Comme si, voilà, on peut compenser, on peut, etc. Non, c'est pas ce qu'on demande. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, voilà, enfin, on peut dire que les femmes congolaises qui ont été violées vont retrouver, pardon, je vais le redire autrement. Est-ce que ça serait insensé de penser que rendre dignité à ces victimes, ce ne serait pas, d'une certaine mesure, même si les choses qui ont été détruites, leur vie, les gens à qui on a coupé les bras, les femmes qui ont été violées, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait insensé que la société, non, je vais être loin, les pays riches, je suis désolé, moi je reste sur cette définition des pays riches, je vais dire pourquoi. Est-ce que ça serait insensé de penser que rendre justice à ces personnes ne serait pas une forme de réparation au sens où on va leur rendre leur dignité, on va expliquer
qu'elles ont été violées, on leur a arraché le bras à cause de la cupidité ou à cause des ressources minières. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui se pose. Et déjà au Congo, de manière pratico-pratique, il y a déjà un travail qui est fait par les docteurs Mukwege, dont le titre d'un livre qui répare les femmes. Et où il y a aussi des séances où elles reprennent confiance en elles. Mais le domaine que moi je maîtrise, c'est plutôt quand on parle des choses assez techniques comme le numérique, où vous avez grosso modo la capacité, où techniquement on sait réparer des choses. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, je donnais l'exemple du smartphone, on peut faire durer plus longtemps que juste le remplacer 2 ans plus tard. Et donc, nous, on s'est intéressé à cette question, pas uniquement au smartphone, mais ça nous a servi d'élément de base en se disant, alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas durer plus longtemps? D'ailleurs, je crois que ça a une capacité qui peut durer 10 ans. Donc ça veut dire pendant 10 ans, on pourrait garder son produit, quoi. Et assez rapidement, pardon? Il faut chuter. Je l'ai dit au micro, pardon. Non, mais je donne cet exemple, c'est important parce que... voilà la chute. Je donne cet exemple, pourquoi? Parce que on a construit... on a parlé de transition écologique, etc. On a construit des sociétés qui se basent vraiment sur l'extraction des ressources, de ce qui est appelé ressources, notamment des ressources minières, et on n'a pas pensé à leur finitude, enfin, ou alors on a pensé, et en plus de ça, on a maintenu un modèle économique qui consiste à dire que je vais prendre dans la nature, je vais utiliser, puis je vais jeter, et je vais, grosso modo, retourner au Congo et faire pareil. Et moi, en tant que Congolais aujourd'hui, vivant en France, etc., quand je discute avec des ingénieurs qui te disent on a la capacité technique de fabriquer un outil, pas un smartphone, mais d'autres outils qui peuvent durer 50 ans. Je comprends qu'on a fait exprès de sacrifier les Congolais pour continuer un système d'engraissement des multinationales. C'est-à-dire que sciemment, Malcolm le disait, les les scientifiques, en complicité avec l'industrie, font sciemment, participent sciemment à la destruction des vies humaines au Congo au nom des profits, et au nom d'une prétendue vie confortable en Occident. Moi, je me pose vraiment aussi la question de quelle est cette vie confortable lorsque, à 8 heures d'avion d'ici, il y a 8 millions de morts, 7 millions de réfugiés entassés dans des petits territoires. Donc ça, c'est une première question qu'on s'est posée. Ça veut dire que sur des aspects, je discutais avec une fille, Emeline à côté, qui disait des dispositions transitoires avant les grands soirs, avant la révolution, tout ce que vous voulez, même sur ces dispositions-là, on n'arrive pas à agir tant on est pris par cette relation marchande du monde, parce qu'on a envie d'être plus loin, de gagner toujours davantage. Puis je m'amuse souvent à comparer les budgets nationaux congolais au budget des multinationales qui utilisent les matières dites premières du Congo. Et j'ai regardé qu'Apple était par exemple valorisé à plus de 1000 milliards de dollars. Et le Congo, il y a juste 2 ans, on a été à 16 milliards de dollars dans le budget national. Regardez le gap. Et avant ça, on était à 5 milliards de dollars. Dans un pays en guerre, qui subit une guerre injuste qui n'a pas demandé, et de l'autre côté, on a des gens qui vivent grâce à ça. Et je peux vous assurer, lorsque sort l'iPhone 16,
ceux qui le consomment en premier, ça n'est pas des Congolais. Ça n'est pas en tout cas des Congolais qui vivent au Congo. Donc ça, c'est une première question que je me suis posée, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire, mais ils continuent. D'où la question de la réparation et d'où la nécessité que cette question ne soit pas taboue. Je chute sur ça. C'est le renoncement. Politiser le renoncement. Donc je remercie parce que apparemment tu es candidate du coup sur quelque chose. Donc je suis content qu'il y ait une candidate qui parle du renoncement. Mais ça ne doit pas être un poids qui pèse sur les individus. Je vais dire, moi, je vais bien renoncer dans ma vie au quotidien de manger 12 kilos de chocolat. Mais en fait, s'il y a une loi qui empêche une multinationale de produire à outrance, de sorte à ce que ça ne soit pas fait, eh bien, je pense que je n'aurais même pas besoin de me poser la question de surconsommer. Je dis ça pourquoi? Parce que nous, dans notre démarche, il s'agit de demander, par exemple, que dans ce qu'on appelle la CV, qu'elle soit complète. C'est une manière de calculer si on a, enfin, la durée de vie d'un produit ou si on a, comment on l'a produit avec des litres d'eau, etc. Mais on ne met jamais, par exemple, produire un smartphone, c'est combien de femmes congolaises tuées, par exemple. Et dans ça, avant la production de chaque produit, de chaque outil qui va sortir, gadget qui va sortir, imposer le fait que si ce produit-là ne participe pas au commun positif, si il détruit l'environnement et s'il participe à la destruction ou au non-respect des droits humains, alors on ne devrait pas le produire. Donc ce n'est pas une mesure qui est destinée aux personnes, aux individus, c'est une mesure qui est destinée à être mise en place comme une politique publique. Et peut-être ce qui serait destiné aux personnes, c'est des politiques publiques, comme on en fait souvent, d'information par rapport aux gens. Dans chaque produit que vous mangez aujourd'hui, vous savez plus ou moins d'où ça vient, mais il est assez curieux que dans vos gadgets électroniques, on ne vous dise pas d'où ça provient. Et qu'on a tout fait, même la loi européenne a tout fait pour distinguer les minerais de sang, les minerais critiques, les minerais stratégiques, etc. Tout fait pour rendre ça flou, afin de continuer à ingurgiter ces outils. Voilà ma chute. Merci pour la chute. J'allais dire que ça dépend du type de loi qu'il faut respecter. Alors moi j'ai remarqué qu'il y avait une superbe loi en France là l'autre jour. Donc je suis arrivé à la gare de Lyon. Bon, je sors, j'ai pas mal voyagé, je me pose, je sors une canette de bière de mon sac et puis je commence à la boire le temps que je trouve le bus. Et là je me fais encercler tout de suite par un groupe de policiers. En gros, j'ai pris une amende de 150 balles parce que c'est interdit de boire une canette dans l'enceinte, je sais pas, sur la cour de la gare. Et donc ça c'est pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est-à-dire que notre société aussi doit être régie, elle est régie même, on le voit, par des lois qui doivent être en faveur du bon sens finalement. Mais souvent on voit bien que les lois qui sont appliquées, qui sont respectées, c'est plus les lois de restriction. Là je prends une amende de 150 €, juste tranquille avec une canette, on m'explique que mais personne ne prend une amende pour avoir un smartphone par exemple. Par exemple, on ne te demande pas d'où viennent tes chaussures, est-ce que tu sais que ce téléphone, il y a des gens qui meurent là-bas, ou ces aliments, il y a des choses qui ne passent pas. Pourtant, tu as d'autres lois comme tu ne peux pas boire une bière. Donc pour finir, j'allais dire que le drame aussi, je le dis quelque part, le drame de l'humanité, il faut se le dire en face, souvent aussi c'est la triste inégalité des consciences. Moi, ça me choque tout le temps, c'est-à-dire que, alors c'est normal, on peut être conscient de quelque chose dont
quelqu'un d'autre n'est absolument pas conscient. Peut-être c'est pas son époque, c'est pas son moment, vous n'avez pas le même âge. Et ça, c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans le processus d'évolution, de développement. C'est pour ça qu'il faut enseigner la dimension humaine, naturelle de l'esprit même. Qu'est-ce qu'un être humain ? Des fois, quand on parle de sobriété, c'est pas qu'une pratique, c'est pas qu'une façon d'organiser la manière dont on consomme. La sobriété, ça fait partie de l'une des grandes solutions qui peut régler ce problème, aussi en partie, ce problème de conditions climatiques. Nous consommons exagérément. Et nous ne consommons même pas la moitié de ce que nous produisons. Donc ça, c'est un véritable problème en termes d'habits, en termes d'alimentation, de voitures, de tout ce qu'on a. Donc la question de la sobriété, il faut qu'on l'intègre, chacun de nous. Il faut faire un effort parce que être sobre, c'est pas juste contrôler sa consommation, mais c'est aussi être conscient que nous vivons dans une biodiversité en interrelation. Donc, si je veux garantir la pérennité de l'espèce humaine, ça veut dire que je dois garantir celle des rivières, celle des animaux, celle des forêts, celle de tous les éléments qui constituent notre être vivant. Et ça, je crois que je vais créer le parti de la gifle, comme ça, ils vont... Non, on n'est pas violent, on est non violent. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je ne sais pas si je regarde, on n'a plus, est-ce que, non, non, on a débordé. On n'a plus le temps des questions, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je pense que ce qui a été dit était assez clair, riche. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais vous réfléchissez vite. Hein. Donc là, on va conclure. Mais je pense qu'on peut, on peut continuer, on peut poursuivre la discussion pour ceux qui le veulent, soit avec Malcolm, soit avec David, soit avec Stéphanie, soit avec Samy, au-dessus en fait. Je pense qu'il y a moyen de continuer à discuter, à boire un petit verre et à poursuivre la discussion. Je tenais à conclure en vous remerciant chacun d'entre vous. Comme je disais, c'est une thématique qui est assez complexe, mais au final, je pense qu'elle nous concerne tous et c'est quelque chose qu'on doit appliquer tous les jours. Je retiens dans ce que Malcolm disait tout à l'heure qu'il faut décoloniser aussi les savoirs. Et je pense que ça, les savoirs, la recherche... Non, là tu as touché où on ne touche pas. Tu vois, là, tu as vu comment c'est sorti, non? Il y a des choses, il ne faut pas. Il ne faut pas, Malcolm, il ne faut pas. Donc voilà, il faut décoloniser les savoirs, décoloniser la recherche, en faire un mode de vie, le renoncement dont parlait Stéphanie, on parlait aussi de la réparation, on a parlé de la sobriété, je retiens ça aussi, c'est très important, tout est interconnecté. On a parlé aussi de l'extractivisme et de tout ce qu'il faut mettre en place, de vous souvenir aussi, quelque part, que vos brosses à dents électroniques, vos brosses à dents dans la salle de bain proviennent de quelque part et qu'il y a une histoire derrière. Je retiens, mais peut-être que je vais le dire à ma façon, si on a le Nutri-Score pour la nourriture, on pourrait avoir une espèce de quelque chose, mais un score qui nous permettrait de savoir d'où viennent nos téléphones et qui permettrait d'être un peu plus conscient. Une mesure d'impact sociétal. Voilà, une mesure d'impact sociétal pour bien dire les choses. Je vous remercie tous. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas pu poser les questions. Je sais qu'il y avait aussi des personnes sur Zoom, donc peut-être que vous pouvez envoyer vos questions et que Gloria peut les relayer ou quelqu'un du CEC pour qu'on puisse tenter de vous répondre un tant soit peu quand on sera au-dessus. Merci aussi à ceux qui ont organisé cette conférence, cette longue journée, au cadre qui nous accueille. Et vraiment, encore une fois, je suis désolée. Et merci à toi. Oh. Voilà, je sais pas.